Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle affaire. Une affaire qui a énormément fait parler aux États-Unis et qui est assez récente. Je ne vous en dis pas plus, on va y revenir. Mais avant de débuter, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas manquer la suite du contenu. Vous trouverez dans la description aussi le lien d'Instagram et de ma chaîne Twitch pour ceux qui désireraient parler directement avec moi. Voici que nous avons fait le tour, nous pouvons désormais commencer. Tout débute dans la ville de San Francisco, le 8 mai 1998, lorsque Laura et Rob Tibbetts mettent au monde une petite fille, la dernière d'une fratrie, Molly. La jeune fille qui vient de naître est la seconde d'une fratrie composée de Jake, son aîné, et de Scott, son cadet. Tous ensemble, ils forment une famille solidaire, avec des parents particulièrement aimants. Malheureusement, et même si en apparence le couple semblait solide, Laura et Rob vont prendre la décision de divorcer. Une séparation qui déchire le cœur de la petite Molly. Mais pas seulement, puisque Laura, la mère également, a besoin de se retrouver. C'est ainsi qu'au cours de l'année 2007, tous ensemble, les enfants et Laura vont déménager. Direction Brooklyn, une toute petite commune d'à peine 1400 habitants à cette époque qui se situe dans l'état de l'Iowa. Et cette destination n'est pas un hasard, puisque Laura, la mère, est originaire de ce petit état. Et même s'il est vrai qu'une large distance sépare Rob de ses enfants, celui-ci va tout de même rester très proche d'eux. Dès qu'il lui sera possible de passer du temps avec Molly, Jake et Scott, il le fera, et finalement, il ne manque de pas grand-chose, si ce n'est de la présence permanente de leur père. Il faut dire que la vie est bien plus calme dans le petit village de Brooklyn, comparé à la ville et l'agitation que connaît San Francisco. La vie continue et tout se passe pour le mieux. Molly, Jake et Scott sont inscrits au lycée de Brooklyn. En 2015, et âgée de 17 ans, Molly va tomber pour la première fois amoureuse d'un certain Dalton Jack. C'est après un match de football américain de l'équipe locale, qui réunissait énormément de jeunes, que Molly a croisé Dalton. Ils ont d'abord rigolé tous les deux, se sont échangés leurs numéros et puis se sont revus. Cela a si bien fonctionné que quelques temps plus tard, 3 années pour être précis, ils sont toujours ensemble en 2018. Et bien que Molly se soit rendue quelques kilomètres plus loin à l'université de l'Iowa pour y étudier la psychologie, leur amour infaillible n'a pas tremblé et ils sont bien restés ensemble, même avec cette distance au cours de la semaine. Et voici qu'arrive l'été 2018, avec une pause dans le cursus universitaire de Molly. Elle va pouvoir rentrer chez elle, profiter de sa famille et de Dalton. Et hors de question pour la jeune femme de simplement se prélasser au cours de ses vacances d'été et de ne rien faire. Elle va tout de même travailler en journée, et lorsqu'elle peut aussi maintenir sa ligne en allant courir. C'est d'ailleurs presque tous les soirs qu'elle s'organisera une petite session sportive, car dans la journée, les températures peuvent monter très haut dans l'Iowa. C'est ainsi que sont rythmées les journées de Molly, entre la maison familiale, celle de son petit ami, le travail de jour et le sport le soir. Et voici que se présente le 18 juillet 2018. Ce jour, Molly est présente au domicile de Dalton, son petit ami, domicile qu'il partage habituellement avec son frère. Mais il n'y a personne là-bas puisque tous deux sont en déplacement pour le travail, ce qui signifie que Molly est seule. Dalton se trouve à une 50aine de kilomètres de Brooklyn et il ne rentrera qu'à partir de la fin de semaine. Comme son frère est également absent, Molly a proposé son aide pour s'occuper du chien qu'ils ont, raison pour laquelle elle se trouve seule dans le logement. Une nouvelle fois, cette journée d'été dans l'Iowa est extrêmement chaude. On atteint les 32 degrés facilement et Molly s'impatiente, elle attend que le soleil se couche pour enfin pouvoir aller courir. À 19h30, la température est enfin redescendue à un niveau acceptable et Molly s'en va pour faire son exercice. Et juste avant de partir, la jeune femme prend un selfie en tenue de course et puis s'en va en direction des champs de maïs pour aller courir. Le lendemain matin, Dalton, qui n'a pas eu de réponse au message qu'il a envoyé la veille à Molly, ne s'est pas inquiété plus que ça puisqu'il a considéré qu'elle s'était peut-être endormie après sa session de sport et qu'elle allait lui répondre. Mais lorsqu'il se réveille, il ne voit toujours aucune nouvelle. Il envoie alors un nouveau message et il dit bonjour. Et une nouvelle fois, ce message reste sans réponse. Et pour le coup, Dalton commence à s'inquiéter et il va contacter des amis à lui. Il essaye d'obtenir des informations à propos de Molly, mais il n'en obtient aucune. Personne n'a des nouvelles de sa petite amie. Il va alors contacter directement le lieu de travail de Molly pour savoir si des collègues peuvent le renseigner. Et l'inquiétude ne fera qu'augmenter lorsque ceux-ci expliqueront qu'elle ne s'est pas présentée.
Une attitude inhabituelle pour une jeune femme très consciencieuse et qui au moins aurait pris la peine de prévenir si elle devait s'absenter. Dalton contacte donc la famille de Molly dans l'espoir qu'elle soit retournée dans la maison familiale. Malheureusement, elle n'y est pas et l'ensemble de la famille s'inquiète. Ils ne perdent pas une seconde de plus et contactent aussitôt la police pour signaler la disparition de leur fille. En parallèle, une récompense de près de 400 000 $ est offerte pour toute information qui conduirait à retrouver Molly. Un important dispositif de recherche est déployé. Il faut dire que l'Iowa regorge de champs de maïs et il n'est pas évident de retrouver quelqu'un. Des centaines de personnes bénévolement s'investissent pour retrouver Molly à travers les champs et les fermes. Le père, Rob, bien entendu, revient lui aussi pour participer à ces recherches. Le FBI et la police d'État s'impliquent dans cette mystérieuse affaire où il n'y a absolument aucune information et aucune trace, comme si Molly s'était tout simplement évaporée. Cela fait désormais une semaine que la jeune femme de 20 ans a disparu, et il n'y a toujours aucun indice à se mettre sous la dent. Un voisin va tout de même rapporter qu'effectivement il a vu Molly quitter la maison en tenue de sport pour aller courir. Et les autorités n'excluent pas que Molly ait pu subir un acte criminel. Le profil des personnes vivant aux alentours est épluché, et un homme va ressortir, Wayne Cheney. Je vais être franc, la première fois que j'ai vu l'image, je me suis dit c'est lui. Et le fermier, malgré ses antécédents judiciaires, et notamment une condamnation pour harcèlement qui aurait pu justifier son implication dans l'enlèvement de Molly, eh bien est innocent. Comme quoi, les apparences peuvent être trompeuses. À court de pistes, et traditionnellement, dans ces affaires, les proches étant souvent impliqués, les autorités vont se concentrer sur le petit ami de Molly et sur la famille. Et Dalton, le petit ami, dispose d'un alibi en béton, puisqu'il était à 50 km de Brooklyn le soir de la disparition de Molly, et des collègues nombreux viennent confirmer cela. Toute la famille Tibbetts est également mise hors de cause. Et donc, il n'y a aucun début de piste. Pourtant, la police reçoit énormément d'appels de gens qui pensent avoir vu Molly, mais ce sont à chaque fois des fausses pistes. Ils vont aussi se concentrer sur l'application de fitness de la jeune femme, qui aurait pu indiquer, grâce aux données GPS, où elle se trouvait. Mais ceci n'est pas concluant non plus. Et voici que 5 semaines s'écoulent. À la mi-août, alors que toujours aucun indice ne vient aiguiller les enquêteurs, un voisin qui est en train d'observer ces images de vidéosurveillance découvre quelque chose. Ce dernier partage les images avec les autorités et elles vont se révéler très utiles, puisqu'à 19h45, le jour de sa disparition, Molly apparaît sur la vidéosurveillance. Il est possible d'apercevoir la jeune femme en train de courir, lorsque, quelques secondes plus tard, une vingtaine environ, un véhicule noir de la marque Chevrolet aux jantes chromées apparaît et se dirige vers elle. Rien ne semble anormal jusque-là. Simplement, 6 minutes plus tard, à 19h51, le même véhicule est à nouveau vu sur les images de vidéosurveillance. Simplement, il a fait demi-tour cette fois-ci. Les soupçons sur cette voiture et son conducteur sont confirmés lorsqu'à 20h07, une nouvelle fois, le véhicule apparaît sur les images de vidéosurveillance, traversant la route à une plus vive allure cette fois-ci. Bien entendu, la qualité d'image ne permet pas d'identifier précisément Molly. Simplement, avec l'ensemble des recoupements, des témoignages et des images de vidéosurveillance, il est fort probable que cette personne en train de courir soit Molly. En réalité, la police en est même 100% convaincue. Aussitôt, le véhicule de marque Chevrolet et de modèle Malibu noir avec des jantes chromées est recherché par la police. Et Brooklyn étant une commune relativement petite, ils n'ont aucun mal à mettre la main sur ce véhicule. C'est le lendemain qu'un officier de police va remarquer la voiture, mais il ne va pas l'intercepter et va simplement la suivre. Il roule derrière la Chevrolet noire jusqu'à ce que le conducteur décide de s'arrêter de lui-même. Lorsque celui-ci le fait, l'officier se porte au niveau du véhicule et toque à la fenêtre côté conducteur. Un homme ouvre la fenêtre et l'officier demande si le véhicule lui appartient. Celui-ci répond que oui et lui demande son nom. Cet homme s'appelle John Budd. Immédiatement, celui-ci est conduit au commissariat de police pour répondre à quelques questions. L'interrogatoire ne sera que de courte durée, les inspecteurs n'ayant en réalité rien contre cet homme pour le relier à l'enlèvement ou à la disparition de Molly. 2 jours plus tard, des inspecteurs vont se rendre sur le lieu de travail dans une ferme de John Budd. Et ils vont constater qu'il a changé de véhicule cette fois-ci. Il conduit la voiture de sa petite amie. Les officiers vont à nouveau demander à John s'il souhaite passer au commissariat pour répondre à quelques questions, sans qu'il n'ait l'obligation de quoi que ce soit. Et John accepte. Ce qui, au départ, semblait être un interrogatoire de routine, se tourne désormais vers un vrai marathon.
au bout de plusieurs heures, John va finalement faire des révélations. L'homme, âgé de 24 ans, ne se nomme pas John Budd. Il s'appelle en réalité Christian Baena Rivera et il est originaire de Guerrero, au Mexique. Le jeune homme est arrivé à l'âge de 17 ans, de manière illégale sur le territoire américain. Et cela fait désormais plusieurs années qu'il travaille dans l'Iowa. Il enchaîne les emplois dans les différentes fermes de la région, qui n'hésitent pas à tourner la tête lorsqu'il y a de la main-d'œuvre pas chère, comme celle que Christian propose. De fil en aiguille, au cours de l'interrogatoire, les inspecteurs vont mettre de plus en plus à l'aise Christian, qui va finalement révéler qu'il a effectivement vu Molly le soir de sa disparition. Il lui est donc demandé s'il sait où se trouve la jeune femme, et celui-ci va expliquer qu'effectivement, il l'a croisée et il a discuté avec elle. Il lui a alors demandé s'il sait où se trouve Molly, et il va donner sa version des faits. Selon lui, après l'avoir vue, il a décidé d'aller lui parler. Il s'est mis à courir à côté d'elle et à engager la conversation. La jeune femme l'a dans un premier temps ignoré, mais il a insisté. Elle s'est donc arrêtée, a sorti son téléphone et lui a expliqué que s'il ne partait pas, elle appellerait la police. Et à partir de ce moment-là, Christian ne se souviendrait plus de rien puisqu'il se serait évanoui. Et le lendemain, le 21 août 2018, après plus d'une dizaine d'heures d'interrogatoire, Christian va faire une révélation et emmener les policiers à un emplacement spécifique. Les voici désormais à proximité d'un champ de maïs, accompagnés du jeune homme qui leur indique un endroit où se trouverait le corps de Molly. Les révélations de Christian sont confirmées lorsque les inspecteurs découvrent le cadavre de Molly Tibbetts au milieu des plants de maïs. Celui-ci a entamé sa décomposition et le squelette de la jeune femme commence à être apparent. La jeune femme ne porte plus sur elle que la brassière de sport qu'elle avait lorsqu'elle est sortie de chez elle ainsi que ses chaussettes. Son short et ses sous-vêtements sont retrouvés à une dizaine de mètres du cadavre. La position de celui-ci, d'ailleurs, laisse à penser qu'elle a subi une agression sexuelle par ailleurs. Les jambes sont en position écartée, un obstacle néanmoins se dresse, le corps étant là depuis plusieurs semaines, il est compliqué de récupérer de l'ADN et de confirmer cette agression. En revanche, ce qui est confirmé, c'est que Molly Tibbetts a été assassinée à coups de couteau. 12 sont retrouvés précisément au niveau de la poitrine, du cou et même du crâne. Le meurtre semble avoir été particulièrement violent et sauvage. Christian avoue finalement que lorsque Molly a saisi son téléphone et l'a menacé d'appeler la police, au vu de sa situation, il a paniqué et s'est énervé. C'est en tout cas de cette manière qu'il justifie le meurtre de la jeune femme et la dissimulation de son corps dans un champ de maïs. Bien sûr, ceci est un coup de massue pour la famille et les proches de Molly, qui avait encore un espoir puisqu'aucune information, aucune trace de la jeune femme n'avait été trouvée et ils espéraient que peut-être elle s'était enfuie. Une affaire qui d'ailleurs va faire l'objet d'une récupération politique aux États-Unis de la part de Donald Trump. Et selon moi, c'est tout simplement scandaleux. Donald Trump utilisera cet homicide ainsi que la tristesse de la famille pour justifier sa véhémence à l'encontre de l'immigration illégale. Bien entendu, ceci déplaît fortement à la famille Tibbetts qui s'oppose à la récupération de l'histoire de leur fille à des fins politiques et pour défendre une position sur l'immigration illégale. C'est donc le 22 août 2018 que Christian Baena Rivera est inculpé de meurtre au premier degré sur la personne de Molly Tibbetts. Constatant qu'il y avait possiblement un risque de fuite de la part du détenu, ils ont augmenté la caution qui s'élevait à 1 million de dollars, la faisant passer à 5 millions de dollars. Et alors que le prévenu avait avoué ce crime lors des interrogatoires avec les officiers de police, voici qu'un mois plus tard, face au tribunal, il se rétracte et plaide non coupable. Mais pour se sortir de cette affaire, Christian Rivera va devoir être courageux, parce qu'entre-temps, les enquêteurs sont en train de créer un dossier solide. C'est la voiture, la Chevrolet noire, qui va être passée au crible, et on va découvrir des traces de sang dans le coffre et sur les jantes. Les analyses médico-légales sur les traces de sang à l'extérieur et au sein de la voiture révèlent que le sang appartient bel et bien à Molly Tibbetts. Désormais, il ne fait plus aucun doute que la jeune femme se trouvait dans le coffre de cette voiture appartenant à Christian Rivera. Et au vu de l'émoi provoqué par cette affaire et de l'effet médiatique qui s'ensuit, le procès sera décalé de presque 1 an, et c'est en 2019, en août, que celui-ci va se tenir. Et la défense de Christian, malgré ses aveux aux policiers, va tout mettre en œuvre pour essayer de le disculper. Ceci va commencer avec un point de procédure. Les agents de police, après avoir demandé à Christian de se rendre au commissariat, ne lui auraient pas lu ses droits. Et en ne lui expliquant pas que tout ce qu'il dirait au moment où il est interrogé pourrait être retenu contre lui, il y a là un vice de procédure qui ferait tomber l'ensemble des aveux.
et que ceux-ci, dès lors, ne pourraient pas être recevables devant le tribunal et être utilisés comme des preuves. Par la suite, la crise sanitaire viendra décaler de plusieurs mois le procès de Christiane Rivera, et le 17 mai 2021, ce procès va reprendre. La défense continue d'arguer que les policiers n'ont pas fait leur travail et ils essayent de soulever plusieurs vices de procédure. Mais cette stratégie semble ne pas fonctionner. C'est ainsi, et presque sans aucune pudeur, que la défense va s'orienter sur le petit ami de Molly. Ils expliquent que Dalton, alors qu'il a trompé sa petite amie il y a 3 ans auparavant, pourrait tout à fait être la personne qui l'a tué. Un argument surprenant dans la mesure où les enquêteurs ont déjà écarté Dalton de toute implication puisque celui-ci se trouvait à plusieurs dizaines de kilomètres de là et que son alibi était en béton. Par ailleurs, même si cette histoire de tromperie remontant 3 ans auparavant avait été vraie, est-ce là réellement un mobile pour tuer Molly? Mais au 6e jour du procès, Christiane doit se rendre à la barre et la version va une nouvelle fois changer. Cette fois-ci, l'homme n'aurait pas commis ce meurtre seul, il aurait été forcé par 2 individus. L'un était armé d'un revolver et l'autre d'un couteau, et il l'aurait forcé à conduire dans la ville jusqu'au moment où ils auraient croisé Molly. Ces 2 hommes auraient donc abattu la jeune femme et auraient menacé Christiane de déposer le corps dans le champ et que si jamais il parlait, il s'en prendrait à sa famille. Je vous épargne les détails grotesques de cette version qui sera facilement démontée par les éléments de la police, que ce soit l'état de décomposition du corps, les analyses médico-légales ou encore les vidéosurveillances. Sans oublier, bien sûr, la provenance de ces 2 agresseurs qui semblent être apparus soudainement au milieu de cette petite ville de Brooklyn. Et c'est tout naturellement, le 28 mai 2021, après avoir délibéré 13 heures durant, que le jury va déclarer coupable Christiane Baena Rivera. Celui-ci devra être condamné pour le meurtre au 1er degré de Molly Tibbetts. Et lorsque la sentence de peine d'emprisonnement à vie sans possibilité de liberté conditionnelle est annoncée à Christiane, celui-ci ne bronche pas d'un poil, comme si ce dernier savait pertinemment que les dés étaient déjà jetés. Et l'affaire ne s'arrête pas là pour autant, et il y aura un petit rebondissement. Car le 15 juillet 2021, un nouveau procès est réclamé de la part de la défense de Christiane. Les avocats de la défense détiendraient des éléments nouveaux qui pourraient remettre en cause la validité du procès. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils vont demander, un nouveau procès. Car à l'issue de la procédure, 2 personnes, 2 détenus, se seraient présentés pour expliquer qu'ils savent qui a réellement tué Molly Tibbetts. La jeune femme n'aurait pas été tuée par Christiane Rivera. En réalité, ce soir-là, elle aurait été enlevée pour être placée dans une maison de trafic sexuel. Arnie McKee, un détenu d'une prison américaine, expliquerait qu'il aurait entendu une conversation entre 2 personnes expliquant qu'ils avaient réellement tué Molly Tibbetts. Gavin Jones et James Lowe seraient les 2 personnes responsables de l'enlèvement de la jeune femme, et lorsqu'ils auraient constaté l'ampleur de cette affaire, ils auraient pris la décision de l'éliminer. Lindsay Voss, l'ancienne petite amie de Gavin Jones, vient appuyer cette version des faits et confirme que c'est bien lui le meurtrier. Face à ces nouvelles révélations, une audience est organisée pour essayer de démêler le vrai du faux. Mais le 2 août 2021, le juge Joel Yates va rejeter définitivement cette histoire. Aucun nouveau procès n'aura lieu, car après avoir approfondi les dires des uns et des autres, il en ressort que ni Gavin Jones ni James Lowe n'avouent ce meurtre. C'est donc bel et bien la prison à vie qui attend Christiane Rivera pour le meurtre de Molly Tibbetts. Dans cette affaire, on dénotera l'opiniâtreté de la défense pour disculper coûte que coûte son client, prête également à couvrir de déshonneur des personnes innocentes et qui n'avaient rien demandé. Je pense là aux petits amis de Molly, Dalton, qu'ils n'ont pas hésité à pointer du doigt. Je sais que les avocats, lorsqu'ils sont désignés, doivent tout mettre en œuvre pour obtenir la meilleure issue pour leurs clients. Néanmoins, est-ce que les méthodes dans cette affaire ne sont peut-être pas allées trop loin ? Je vous le demande, n'hésitez pas à me répondre en commentaire. Voilà, en tout cas, j'espère que cette histoire vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas manquer la suite du contenu. Vous trouverez dans la description les liens Instagram et de ma chaîne Twitch si vous voulez discuter avec moi en direct. Merci de m'avoir regardé, je vous dis à très bientôt. Ciao.